bonjour et bienvenue dans votre émission Génération Innovante, une émission qui met en avant l'émergence, les capacités, l'intellect, les devoirs, les capacités de la jeunesse congolaise. Et pour ce tout premier numéro, je reçois pour vous sur ce plateau Néma Dravia, une femme qui se bat tous les jours de sa vie pour se démarquer dans ce qu'elle sait faire. Bonjour Néma Dravia. Bonjour Madame Gigi. Vous êtes dans l'événementiel, vous êtes aussi dans la création des sacs en perles. Est-ce que ça paye bien? Bon, en tout cas, ça ne paye pas pour devenir assez riche, mais ça paye bien pour supporter les dépenses. Donc ça génère quand même de revenus. Ah ben c'est super ça. Est-ce que pouvez-vous nous parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la création des sacs en perles? Alors déjà, j'ai commencé ça en famille. Nous avons commencé à faire de sacs en perles avec maman à la maison. C'est on va dire, l'héritage familial, c'est comme ça. Alors, quand nous étions petites, maman nous donnait toujours de sacs pour qu'on termine la finition de sac ou qu'on fasse le début. Avant, ça gênait, mais à la longue, on a fini par s'habituer. C'est ce qui est devenu notre quotidien. Aujourd'hui, je l'ai fait volontairement. Avant, je murmurais beaucoup, mais aujourd'hui, je l'ai fait volontairement et j'ai commencé à m'y plaire dans ça. Et c'est comme ça qu'a commencé, jusqu'à ce que je sois en mesure de créer de sacs comme je l'ai fait aujourd'hui. Alors, comment décrirez-vous votre processus de créativité? D'où est partie l'inspiration? Est-ce que vous vous êtes inspiré de quelqu'un? Vous vous êtes mis face à un miroir et vous vous êtes dit, je vais commencer à le faire? Ou c'est quelqu'un qui vous a inspiré? D'où est parti votre processus créatif? Alors, comme je l'ai dit, ça vient de ma mère, parce que je l'ai vu créer de sacs. Je l'ai vu faire de toutes les sortes, il y en avait de sortes qui m'impressionnaient. Et je me suis dit, à un moment donné, pourquoi pas me lancer complètement dans ça? Parce que de base, je suis ingénieure en aviation civile. Alors, j'y étais pas tellement. Et après un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas en faire tout un métier à part entière? Donc, c'est-à-dire être en mesure de créer de sacs et de les vendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'inspirer de tout ce qu'il y a sur Internet, des autres créateurs, mais également de ma mère. Alors, quel type de perles matériaux utilisez-vous et pourquoi les avoir choisis? Alors déjà parce que il y a plusieurs sortes. On a de perles carrées, de perles rondes, de perles en gros, de perles tout petits. On a plusieurs sortes de cela et ça dépend au fait d'un sac à un autre. Parce que tout le sac ne se ressemble pas. Il y a des gens qui veulent qu'on crée de sacs avec de perles rondes. Il y a des gens qui veulent qu'on crée avec de perles carrées. Il y a des demandes qui diffèrent. Et c'est ça qui fait en sorte que je diffère de perles quand je les utilise. En tout cas, en termes de perles, tout se vend de la même manière et tout se trouve à la même place. Vous avez une technique que vous adoptez généralement pour assembler tout cela et fabriquer vos sacs? Oui, généralement, certaines personnes font directement le long, mais moi, je fais partie par partie. C'est-à-dire, je commence le bas du sac, après, je fais le long, après, je fais le côté, et après, je mets le main. C'est comme ça que moi, j'évolue. Je ne fais pas ça du coup comme certaines personnes. Je vais mollo jusqu'à rassembler le parti. Mais comment vous faites, vous qui êtes dans l'événementiel et vous êtes aussi dans la création des sacs en perles, comment vous faites pour combiner ces deux métiers-là? Parce qu'à un moment donné, ça fait un peu une explosion dans la tête. Et si je me rends compte, si j'essaie un peu d'aller plus loin, vous avez aussi d'autres ambitions que vous êtes fixées dans la vie. Mais comment vous arrivez à gérer ces deux métiers-là que vous vous êtes lancé là-dedans? Ok, merci. Déjà pour l'événementiel et pour le sac, ce ne sont pas de choses qui arrivent régulièrement. Il n'y a pas de commande régulièrement, c'est-à-dire de lundi à samedi. Et dans l'événementiel, mêmement. C'est-à-dire je prends quand même le temps de dispatcher chaque chose à sa place. Ce qui me laisse le temps de chercher à finir un sac et de préparer la décoration ou l'endroit pour l'autre événement qui sera d'ici peu. Ce qui me laisse le temps de pouvoir gérer chaque chose à son temps. Vous êtes vous suscitez un peu une certaine curiosité au sein de la jeunesse. Est-ce que vous êtes visité, vous avez des plateformes, vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux jouent un très grand rôle dans le commerce. Beaucoup de jeunes ou même des vieillards aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux comme moyen de propulser leur commerce, leurs affaires, de manière à ce qu'ils soient connus. Comment vous faites, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, ou vous avez une plateforme particulière que vous utilisez pour propulser
ou mettre en avant ou créer un public assez large pour vos produits? Évidemment. Alors, j'utilise les réseaux sociaux comme TikTok, où je mets en avant le côté perlage et quelquefois décoration. Mais je suis également sur Facebook et j'ai une page qui gère ça. Et puis, j'ai un compte Instagram, Snapchat et tout ce qui va avec. Mais généralement, je poste plus sur TikTok. Parce que sur TikTok, les gens sont plus éveillés à chercher le contenu qui ont lieu à certaines choses qu'ils sont en train de chercher. Et du coup, quand ils tombent sur le contenu, ils s'abonnent et ils font de commandes en ligne. Ce qui me permet d'avoir plus de notoriété et atteindre beaucoup plus grand nombre. Alors, quels sont les retours que vous recevez de vos clients en rapport avec ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des retours qui vous ont touché au point de couler des larmes une fois, ou bien jusque-là, ce sont des retours qui sont peut-être, on va dire, à coup bas? Ou est-ce que ça vous touche d'une certaine manière? Quels sont vraiment ces retours-là que vous recevez de vos clients? Alors, j'ai déjà fait un sac. J'ai fini le sac, j'ai livré à la dame. Après 2 jours, la dame, elle m'envoie une vidéo d'autres styles de sac. Alors, j'ouvre la vidéo, je commence à lire la vidéo. Puis je me rends compte que elle a élevé les niveaux de choses qu'elle m'avait demandé. Donc, elle a changé complètement de sorte de sac. Je me suis dit une chose, cette dame, elle croit en moi. Donc, elle a vu quelque chose. Donc, elle s'est dit intérieurement que si je peux faire ce sac pour elle, donc je peux faire aussi ce qu'elle m'a envoyé faire. Et ça m'a plu parce que je me suis dit, si quelqu'un arrive à percevoir cela en moi, c'est-à-dire la personne est en train de voir plus loin que moi-même. Parce que quand j'ai regardé le sac, j'ai dit, ça va me prendre combien de temps? Je vais acheter le sac en perles, le perle en question où. Mais après, grâce à la dame, j'ai quand même essayé de faire le sac et ça donnait des très bons rendus. En tout cas, pour la première fois que j'ai fait ce sac-là, elle a apprécié. Elle a énormément apprécié. On dirait qu'elle ne s'attendait pas elle-même. Et ça m'a plu, ça m'a boosté dans ce que j'étais en train de faire. C'est intéressant, ça vous a boosté. Alors, quels sont les défis? Parce que vous rencontrez certainement des défis en tant que jeune femme. Vous lancer dans quelque chose comme ça, c'est pas facile. On a tout le temps des barrières parfois qui s'imposent à nous. Alors, quels sont ces défis-là que vous rencontrez en tant que jeune femme dans votre parcours d'entrepreneur dans ce que vous faites? Alors, déjà, c'est pas facile de vendre le sac en perles parce que c'est un marché assez rare. C'est pas tout le monde qui désire avoir un sac en perles, c'est pas tout le monde qui souhaite l'avoir. Et déjà, pour un sac en perles, on s'est dit, je vais dépenser 25 $ pour un sac en perles, 30 $ pour un... On préfère acheter le sac par-ci, on trouve dans des marchés et tout. Alors, c'est pas quelque chose qui s'est fait tout le temps. J'ai pas de marché régulièrement, c'est-à-dire de lundi à samedi. Mais du moins, c'est un défi majeur qui m'aide à ce que chaque fois que j'ai une commande, je me dis que je dois vraiment faire de mon mieux pour faire de l'excellence. Je dois faire à ce que ces sacs-là ressemblent vraiment à une perle rare. Et du coup, ça pourra quand même booster quelqu'un d'autre qui verra le sac chez la dame à pouvoir acheter. Et au début, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. On vendait le sac de bouche à l'oreille. Donc, il faut dire à quelqu'un, là où j'avais, il faut que quelqu'un voie le sac quelque part pour qu'il commande. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on arrive quand même à surmonter ces manques-là. On arrive quand même à surmonter ça. On s'est dit que les gens peuvent le voir en ligne, les gens peuvent commander, même si ce n'est pas régulier. On s'est dit que ça coûte cher, mais ils ne se rendent pas compte que le perle en soi et tout ce qui est utilisé pour l'assemblage coûte. C'est pour ça que le sac coûte autant cher. Donc je pense que ça fait partie des grands défis que j'ai surmontés. Alors, comment vous intégrez des éléments de durabilité dans votre travail? Est-ce que vous utilisez des objets recyclés ou des objets éthiques pour fabriquer vos sacs? Parce que généralement, on a appris récemment, hier, mardi, c'était la journée mondiale du recyclage. On a découvert qu'avec le recyclage, on peut fabriquer beaucoup de choses qu'on peut utiliser aussi dans la vie courante comme ça, sans s'en rendre compte. Beaucoup ne le savaient pas. Alors vous, comment vous intégrez des éléments de durabilité dans votre travail? Qu'est-ce que vous utilisez? Ce sont des objets recyclés ou des objets éthiques pour la fabrication de vos sacs en perles? Ok, merci. Déjà, dans le sac en perles, il y a le perle et puis il y a le fil de pêche. Alors, je crois que le fil de pêche provient du recyclage. Je ne sais pas vraiment, mais je crois que ça provient du recyclage. Alors, je peux dire indirectement, nous utilisons de matériel recyclé.
pas directement parce que c'est pas... Alors, indirectement, nous utilisons du matériel recyclé, mais bon, comme c'est en petite quantité, on ne se rend pas tellement compte de combien nous les utilisons. Vous les prenez où? Je suis en train de voir là, les sacs sont déjà là à l'écran en train de défiler. Vous les voyez. C'est beau à voir, c'est tellement beau à voir, c'est original. Ça fait vraiment des sacs de femmes africaines. Ça pousse à ne pas envier d'autres sacs que des sacs Gucci, je sais pas comment, avec d'autres tendances qu'il y a aujourd'hui. Ça pousse vraiment à rester local, à rester authentique chez soi, dans sa culture. Mais où est-ce que vous trouvez ces perles? Parce que on va dire que c'est devenu assez rare de nos jours. Les trouver encore, c'est devenu très rare, mais est-ce que vous vous en procurez? Comment vous les conservez? Parce que c'est très rare. Comment vous faites pour les réculer, vous en procurer et les conserver pour la fabrication de ces sacs qui brillent rien qu'en regardant? Ok, merci beaucoup. Déjà, je les achète aux hindous. Alors, il y y en a toujours? Oui, il y en a toujours. Il y a un coin, seulement dans un coin, c'est pas comme au début, il y en avait plein. Il y a, je crois, une galerie là-bas aux hindous où je trouve ça. Mais des fois, ça va aussi en rupture de stock. Et ça peine quand vous faites un sac et il y a rupture de stock, ça fait tarder au fait la livraison de la personne. Mais on les prend en zando et toutes ces perles peuvent être prises à zando là-bas. Comment voyez-vous l'évolution de votre art? Avez-vous des projets futurs? Est-ce que vous avez des projets de collaboration en tête? Comment vous avez quoi dans la tête en fait pour le futur? Ok, déjà je me dis je veux évoluer plus que ça. Je vais en faire toute une boutique de référence de sacs en perles. Alors, je ne vois pas seulement des sacs en perles comme tels, mais je vais créer des sacs Gucci en perles. C'est-à-dire une reconstitution en perles, mais des sacs faits par Gucci et les autres marques. C'est possible. Alors, je me dis, si je peux investir dans quelque chose, ça sera créer une boutique où il y aura que exposé, il y aura que des expositions de sacs en perles. Et évidemment, évoluer en ces termes de mots, c'est-à-dire avoir une grande boutique et être une référence des sacs en perles à Kinshasa. Et pourquoi pas en RDC. Vous envisagez aussi former certains jeunes qui viennent après vous parce que on peut dire que l'avenir, c'est nous. Et après nous aussi, il faudrait préparer faudrait passer le flambeau, préparer une certaine relève pour ceux qui viennent après nous. Vous pensez créer des centres de formation, former certains jeunes pour pouvoir aussi faire ce que vous faites et aussi valoriser la culture congolaise, africaine? Exactement, c'est une idée, mais parmi plusieurs. Ce n'est pas vraiment ma priorité. Cependant, je suis disponible à apprendre à des personnes qui voudraient, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut commencer à créer de sacs en perles. Et puis, ça dépend aussi de ma disponibilité. Comme vous l'avez dit, c'est un peu compliqué de trouver les temps entre créer ce sac, faire l'événementiel et m'occuper des autres affaires de ma vie. Donc, c'est très compliqué. Mais je peux toujours créer du temps pour pouvoir transmettre cet art à quelqu'un d'autre. C'est parfait, ça. On est rassuré que après Madame Néma Dravia, il y aura une génération qui va monter en flambée dans cet art de la construction des sacs en perles. Est-ce que vous êtes sollicité constamment, fréquemment dans l'événementiel? Comment vous le faites? Parlez-nous en fait de cette partie-là de l'événementiel. On a assez parlé du sac en perles, tout ça. On veut savoir un peu les points essentiels aussi de l'événementiel. Comment vous vous organisez? Quelles sont les choses que vous mettez à la disponibilité, à la disposition du peuple congolais, on va dire, des Quinois? Ok. J'ai une entreprise tout en parenthèse sur l'événementiel, Néné Evans. Alors dans ça, je m'occupe uniquement de la décoration, mais également de la location espace. C'est-à-dire, j'ai fait louer de l'espace pour des cérémonies qui vont dans ces sens. Alors quand j'ai fait louer de l'espace, je peux accompagner cela d'une décoration directement. Tout comme quelqu'un peut prendre juste l'espace et vouloir à ce que quelqu'un d'autre fasse la décoration. Tout est inclus dans la grille tarifaire. Alors,
dans cette optique-là, la décoration en soi, c'est, vous voyez, généralement, les gens se marient beaucoup. Nous avons constaté, en tout cas, la jeunesse est dans ça. Ils veulent tous être mariés, femmes de quelqu'un et tout. Alors, nous usons de ce côté-là pour pouvoir offrir le meilleur service à nos mariés et à nos prestataires, par exemple. Alors, quand quelqu'un vient demander, par exemple, un mariage coutumier, il y a une décoration appropriée à ça. Quand quelqu'un vient demander un mariage religieux ou un mariage civil, il y a une décoration à ça. Il y a un nombre d'invités limité à ça. Et on parle avec la personne, nous les faisons voir notre grille tarifaire et ça dépend de son budget. Parce que quand on veut quelque chose de l'excellent, on se casse pour avoir de l'excellence. On dépense énormément pour les meilleures choses. Exactement. Alors, vous avez pris des formations pour ça. Comment vous êtes lancé dans ça? C'est parti aussi d'une inspiration ou vous êtes passé par un banc pour l'apprentissage de ce métier-là aussi, de l'événementiel? Alors, ça aussi, c'est parti d'une inspiration. Mais après, j'ai fait des formations dessus dans un centre de métier vers des bonhommes où j'ai appris la décoration événementielle. Alors, après ça, ben, la décoration, vous l'apprenez à l'école, mais vous l'innovez encore dans la vie. C'est-à-dire, ça coule, les inspirations ne s'arrêtent pas. Ce qu'on prend à l'école, c'est le basique. Mais une fois que vous êtes sur le terrain, vous comprenez que mélanger les couleurs ne suffit pas seulement, mais il faut ajouter de petites touches, des histoires qui différencient, qui font que ce soit unique. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que dans les années qui viennent, aussi de ce côté-là, aussi, vous voudrez créer quelque chose pour pouvoir aussi, vous avez déjà votre boîte dans l'événementiel, mais on suppose que vous avez encore des meilleures ambitions pour l'avenir. Comment vous envisagez d'ici 5 ans votre boîte de l'événementiel? Comment vous le voyez? Comment vous le percevez d'ici 5 ans? Déjà, je compte agrandir cela et en faire toute une entreprise vraiment de renom. Alors je me dis, pour cela, il faudra plus de notoriété, plus de connaissances sur ce que je fais et sur comment je l'ai fait et plus de clients. Et cependant, avec tout ce qu'il y a récemment, les gens cherchent à pouvoir avoir de la qualité, aller loin et tout consort, à organiser des cérémonies exceptionnelles, des cérémonies magiques, des cérémonies qui vont au-delà de leurs ententes. Alors je me dis, je pourrais vraiment m'engager à cela, à offrir le meilleur pour pouvoir évoluer dans ce sens-là, jusqu'à avoir une très grande entreprise dans l'événementiel. Actuellement, j'ai une boîte dans ça, mais c'est encore petit, où il y a 2 ou 3 personnes, mais à la longue, pourquoi pas avoir plusieurs personnes qui pourraient travailler dessus, avoir plusieurs personnes qui pourraient donner des idées, innover et évoluer dans ces sens-là. Vous rencontrez certainement aussi des défis de ce côté-là, parce que je suis en train de l'imaginer comme ça. Vous organisez, quelqu'un vous prend pour l'organisation de son mariage. Il y a toujours des choses qu'on rencontre dans l'organisation d'un mariage. C'est pas toujours facile. Il y a des sauts d'humeur avec les mariés. Il y a des problèmes des fois avec les 2 familles. Mais comment vous arrivez à gérer ça? Et quels sont les défis en fait auxquels vous faites face dans l'événementiel? Déjà, il faut dire que l'événementiel est un secteur assez chargé. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'événementiel. Les gens, ils sont comme ça, quand ils voient que là, ça commence à produire, on ne regarde plus ailleurs, on s'est mis à regarder sur un seul secteur. On s'est dit que ici, c'est ici. Alors, c'est compliqué avec beaucoup de gens qui font ça, de trouver la personne ou de pouvoir être trouvé par la personne. Déjà, ça, c'est compliqué. Mais aussi, quand vous organisez un mariage, il y a des fois où la personne met une date, mais dans cette date-là, la pluie menace. C'est déjà un problème tout ça. Donc ça stresse le marié. On s'est dit que peu importe l'heure, on va finir, on va fêter. Mais ils sont stressés et ça retombe sur vous. Il y a des fois, les familles ne s'attendent pas et ça retombe sur vous. Il y a des fois où vous organisez quelque chose, vous prévoyez autre chose et la famille, en fait, l'équipe fait autre chose, les décorateurs qui arrivent en retard, monter la tente toujours en retard, vous vous rendez compte que le temps passe et vous vous rendez compte qu'il est 17h, rien n'est encore fait. Ça fait monter la pression et ça stresse. Mais bon, on a appris à gérer le stress, à se dire que peu importe ce qui arrive, on va réarranger les choses et on va se calmer pour le moment et remettre les choses en place. Vous travaillez en équipe ou vous le faites seul? Si je travaille en équipe. Côté événementiel, je travaille en équipe. Et d'ailleurs, je travaille en partenariat. C'est super. Je n'ai pas tout ce qu'il faut, tout le matériel qu'il faut sur ça. Alors, j'ai travaillé en partenariat avec 2 amis qui en ont.
qui ont tout le matériel. Donc du coup, quand je leur dis, j'ai une décoration, j'ai besoin de tel matériel, j'ai besoin de tel ça, en tout cas, on s'est fait, je paye bien sûr, parce que c'est pas gratuit quand même, il faut récompenser les autres aussi. Alors, on s'est fait de trucs pareils. Et quand ils en ont besoin, ils font vice-versa. Et deux fois, nous travaillons même ensemble, où je les invite carrément. Tu peux venir faire la décoration, la mariée veut qu'on décore comme ça, pour, je sais pas moi, l'émission ou quelque chose de comme ça, ou conférence, voilà. Pour une conférence, on veut qu'on fasse ceci, ça va parler de femmes, il faut que tu fasses ceci. Donc, on travaille en partenariat. Vous touchez seulement à la décoration ou vous allez au-delà de la décoration, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, avec votre équipe, toucher la mariée, toucher le marié ou vous limitez seulement dans la déco? Nous sommes actuellement uniquement dans la déco, mais nous pouvons offrir aussi service de maîtresse ou maître de cérémonie. C'est-à-dire, nous pouvons trouver à la personne quelqu'un qui peut animer sa cérémonie, qui peut animer son mariage ou la conférence. Alors, nous sommes dans ça. Mais nous voulons élargir ces champs pour pouvoir toucher le ou la mariée directement via le make-up, le maquillage et tout ça, la robe de mariée et tout ça. Mais ça, c'est un projet à long terme. Projet à long terme. Nous revenons vraiment dans les sacs en perles, c'est mon coup de cœur. Ok. L'événementiel aussi, il ne faudrait pas que l'événementiel soit jaloux. Alors, pour les sacs en perles, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre dans la fabrication de vos sacs? Est-ce qu'il y a-t-il un message particulier que vous voudriez faire parvenir aux personnes qui portent vos sacs? Il y a un message, il y a quelque chose que vous espérez vraiment faire transmettre, faire parvenir aux personnes qui achètent et portent vos sacs. Il y a quelque chose derrière ça? En tout cas, la toute première des choses que j'aimerais que les personnes qui portent mon sac retiennent, que je suis unique. Vous voyez, grâce à ces sacs, vous ne voyez pas ça tout le temps. Et ça ne promène pas dans les rues. Parce que déjà, vous faites une commande et vous pouvez personnaliser votre commande. C'est-à-dire, vous-même choisir la couleur qui vous va et la forme qui vous va. Ça vous rend unique en soi. Donc, vous ne pouvez pas vous voir deux fois sur le chemin, non. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un d'autre qui a le même sac, même couleur, même modèle, tout. Parce que vous personnalisez le vôtre. Mais également, via ce sac, j'ai transmis ces messages de peu importe ce que je fais, j'aimerais imposer ces côtés de l'africanité, ce côté de l'africanisme. C'est-à-dire, je peux porter Gucci, je peux porter Dior, je peux porter tout ce qui va avec, mais je ne manquerai pas de porter un sac qui relève de mes origines, qui relève de ma passion. Et aussi, il y a ces côtés de j'essaie quand même en sortir et qui me montre combien je suis autonome dans tout ça. Aujourd'hui, les jeunes beaucoup sont encore couchés sur leur lit. Beaucoup pensent que l'avenir, quand on dit que l'avenir c'est demain, il faudra le faire demain. Ils ont mis en avant cet esprit-là de procrastination. Est-ce que des jeunes comme ça, qui se retrouvent aujourd'hui sans métier, ou encore des jeunes qui sont vraiment un grand groupe on retrouve généralement aujourd'hui un grand groupe des jeunes vraiment dans différents métiers. Ils sont nombreux, beaucoup sont dans l'entrepreneuriat. Mais comment, en tant que jeune entrepreneur, vous êtes dans l'entrepreneuriat, ce que vous faites, c'est de l'entrepreneuriat. En tant que jeune entrepreneur, comment vous voyez ces jeunes-là qui sont tous entassés dans quelque chose? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça fait un peu lourd? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se lancer aussi dans d'autres créativités, dans d'autres domaines pour aussi mettre en avant l'émergence, vraiment les capacités de la jeunesse congolaise aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait toujours être focalisé sur une seule chose, un seul détail, ou bien il faudrait aussi aller toucher un peu à tout en tant que jeune? Déjà, je me plains de ces côtés-là parce qu'il y a tout un problème dans la jeunesse, c'est que dès qu'on constate qu'il y a un marché qui va, tout le monde va dans ce sens-là. Personne n'essaye d'innover le marché. Bon, ok. Vous avez remarqué par exemple que récemment, les habits ballons et tout, ça fonctionne très bien. Okay. Mais pourquoi pas diversifier les choses? Toi, tu vends par exemple des robes, tu es uniquement dans des robes, l'autre vend uniquement de pantalons, l'autre va... Mais eux tous font la même chose.
Ok, on remarque que les oranges, en tout cas récemment, c'est le top. Tout le monde veut manger les oranges. Mais pourquoi pas en faire de jus d'orange directement pour donner à la personne? Pourquoi toujours faire la même chose que tout le monde? On ne réfléchit pas loin. Notre problème, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas réfléchir loin, mais on veut de l'argent. Et c'est ça qui fait en sorte que la jeunesse n'avance pas. Parce que tu vas commencer quelque chose, étant donné que c'est quelque chose que tu as copié. Il y a plusieurs qui ont copié, ça ne va pas bien marcher. Et quand ça ne va pas bien marcher, tu vas lâcher l'affaire et tu vas revenir dormir parce que tu vas dire, ah, comme on a toujours l'habitude de les dire chez les kinoms, ça, la aussi, tout ce cannabis. Et pourtant, si tu t'étais orienté ailleurs, d'une autre manière, tu aurais plutôt... Il y a beaucoup des idées d'entrepreneuriat. En tout cas, il y en a beaucoup. Si on s'est mis à étudier plusieurs idées qui peuvent faire en sorte que non seulement que nous avancions, mais le Congo en soi avance, parce que l'entrepreneuriat fait avancer une nation, vous allez trouver qu'il y a plusieurs idées qui peuvent aider la jeunesse à s'en sortir, mais également à faire évoluer cette nation. Mais on ne cherche pas. C'est ça notre problème. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui font face à, on va dire, une certaine fermeture de la part de la société. Ça veut dire qu'ils veulent faire quelque chose, ils veulent se lancer dans quelque chose, mais ils ne reçoivent rien de la société. La société met un peu des bâtons dans les roues, comme on le dit en français, qui les empêchent d'avancer. Ils ont besoin de faire quelque chose. C'est pourquoi on dit aujourd'hui un jeune, il finit ses études, il se retrouve sans métier, sans travail. Il se dit que la société, le gouvernement, la gestion du pays, tout ce qui va avec vraiment le gouvernement du pays, font en sorte que je me retrouve aujourd'hui licenciée mais sans travail. Moi, je pense qu'aujourd'hui aussi, ce côté-là aussi, il faudrait en parler. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui au chômage parce que la société ne leur offre pas des opportunités d'exercer un métier. Comment vous percevez cela? Est-ce que c'est vrai? On est vraiment dans la même longueur d'onde ou... Je suis d'accord avec vous, c'est que la société a sa part à jouer dans ça. Et quand nous étudions, nous sommes allés à l'université pour finir et travailler. Je ne peux pas juger un avocat qui a fini ses études et qui n'a pas d'emploi. Mais comment trouver de l'emploi? Les cabinets sont pleins. Comment trouver de l'emploi? Je ne sais pas moi, difficile d'intégrer ce cours de cassation et leurs histoires. C'est très compliqué de pouvoir s'en sortir dans ce domaine-là. Mais cela dit, c'est reposer uniquement sur ses études, c'est avoir du retard dans sa vie. Parce qu'on fait des études évidemment pour pouvoir exercer un jour, mais on s'est dit que si par exemple j'ai fait mes études, j'ai fini, j'ai de rêves et j'ai des visions. Je sais qu'à part mes études, quelqu'un m'a posé une question un jour, m'a dit à part tes études, qu'est-ce que tu sais d'autre faire? C'est-à-dire si vraiment on enlève les études que tu as étudiées, toi-même, qu'est-ce que tu peux faire? C'est la question que j'aimerais vraiment poser à cette génération, à cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on sait d'autre faire à part les études? Parce qu'on peut finir à l'université et avoir du mal à trouver un emploi pour le moment. Oui. Parce que ça peut venir. Mais en attendant, tu fais quoi? Tu dors à la maison ou tu fais quoi? Parce qu'en attendant, tu peux beaucoup faire. Tu peux faire beaucoup de choses. Je connais des gens en attendant, ils ont ouvert leur shop au quartier. Je connais des gens en attendant, ils vendent. En attendant, ils font ceci. En attendant, ils font cela. C'est vrai que le gouvernement a sa part. Parce qu'aujourd'hui, si nous finissons, nous avons du mal à trouver un emploi dans le filière auquel nous sommes allés à l'université pour étudier, parce que le filière est plein, mais également parce que si nous restons à la maison, c'est par notre propre volonté. Nous avons l'opportunité de pouvoir s'en sortir différemment. En attendant, bien sûr, de revenir sur tout ce que l'État fait et tout. Mais nous pouvons exercer notre passion. Par exemple, ceux qui finissent, tu sais bien cuisiner, tu maîtrises ces domaines-là et tout. Et tu finis les études, tu fais par exemple, je sais pas, psychologie. Et tu as du mal à trouver un emploi dans un hôpital psychologique et tout. En attendant, tu ne peux pas ouvrir un service traiteur par exemple. Commencer à évoluer par là. Et puis notre problème, c'est que nous visons tellement grand que nous ne voulons pas commencer petit. Oui, ça, nous ne voulons pas commencer petit. Nous voulons seulement atteindre tellement les hauteurs. Et pourtant, pour monter les escaliers, il faut mettre un pas après l'autre jusqu'à arriver aux escaliers. Oui. Alors, déjà que nous avons du mal à monter les escaliers, nous voyons que le sommet est tellement élevé et nous remettons la faute sur le gouvernement. Et pourtant, si nous commençons petit, quelqu'un m'a dit, oh, il n'y a pas de financement et tout. J'ai dit, tu peux commencer avec l'affaire de $50 et après tu as le bénéfice.
tu as les bénéfices qui peuvent arriver jusqu'à 100 dollars. Et après, tu as des bénéfices. Petit à petit, tu veux un investissement de 10 000 dollars, commence par 100 dollars et commence à monter petit à petit. Et sois patient, parce que les choses ne viennent pas du coup comme ça. C'est pas baguette, non. Oui, il faut apprendre à être patient dans ce qu'on est en train de faire. Et surtout avec beaucoup d'amour. Les gens qui sont devenus grands aujourd'hui, si vous les demandez, ils vont vous dire que ça prend du temps. Personne est devenu grand comme ça, moins que tu sois le fils ou la fille de Bill Gates ou les autres. Mais sinon, si tu sors vraiment du naturalisme, tu vas prendre du temps pour atteindre le sommet. Et c'est comme ça la logique. Pensez-vous que les jeunes entrepreneurs ont un rôle crucial sur la société? Exactement, parce que je l'ai dit, l'entrepreneuriat fait évoluer une nation. Aujourd'hui, les États-Unis et les autres nations qu'on voit aujourd'hui ne sont pas ce qu'ils sont parce que le gouvernement ou, je ne sais pas moi, DGDA ou NATRA et les autres, ils sont ce qu'ils sont parce qu'il y a des jeunes qui se sont dit non, moi je vais commencer à créer de l'eau et à vendre. Moi je vais commencer à créer le jus et à vendre. Petit à petit, ça a commencé petit et pouf, il a ouvert une entreprise, il a monté une... tapé un très grand architecture et tout. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'il y a eu des jeunes qui ont entrepris dans tel domaine qui a fait évoluer la nation. C'est pas venu du ciel. C'est-à-dire qu'ils se sont levés un bon jour et a dit non, moi je veux devenir une très grande personne dans tel domaine et je vais travailler en conséquence pour ça. Alors oui, quand quelqu'un crée, le PIB ressort de ça. Parce que quand il y a un PIB élevé, comme le commercialiste vont le dire, c'est-à-dire il y a de l'entrepreneuriat florissant dans une nation. Alors quand l'entrepreneuriat fleurit, il y a aussi cette part de PIB qui monte, ces fonds qui montent et on commence à monter en richesse parce que l'entrepreneuriat est en train de fleurir. Mais le problème avec la jeunesse, c'est que la jeunesse ne veut pas d'une entrepreneuriat florissante, la jeunesse veut d'une entrepreneuriat tout fait, c'est-à-dire fait et on les donne qui gèrent. Mais pourtant, on devrait se mettre vraiment au travail et travailler ce côté. Vous avez opté pour un oui sur la question de savoir si la jeunesse joue un rôle crucial dans la société. En quoi pouvez-vous nous dire en quoi votre entreprise, votre entreprise, ce que vous faites, apporte un impact positif dans la société congolaise? Vous pouvez nous donner un exemple de votre côté à vous? Déjà de mon côté, il faut dire que cela réduit le taux, on va dire le taux du chômage. À faible taux, mais cela réduit parce qu'une entreprise qui fleurit engagera forcément de gens. Et cela mettra forcément quelqu'un à travailler sur un projet ou quelqu'un, c'est qui lui fera quitter le chômage. C'est qui fera quitter plusieurs, le banditisme, le vol et le reste. Parce que quand on manque, on cherche tout le moyen qu'il soit pour en avoir. Et c'est qui amène parfois la société, la jeunesse à voler, à être de bandits et tout. Mais quand on apprend à quelqu'un à faire quelque chose qui évolue en une entreprise, qui peut engager de nombreuses personnes pour pouvoir gérer l'entreprise, c'est qui fait sortir généralement beaucoup de personnes du chômage, mais également de tout ce qui a trait au comportement malsain. Vous avez certainement une vie personnelle, vous avez une vie professionnelle. Je vous ai parlé de ça au départ. J'aimerais savoir, je vous ai dit que c'était pas facile, c'était dur pour vous. Je reconnais que c'est dur, vous l'avez témoigné vous-même que c'est pas facile. Mais comment vous faites pour gérer, parce que gérer une entreprise, c'est vraiment exigeant, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Comment vous faites pour établir un équilibre vraiment assez fort entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat afin de préserver leur bien-être? Parce que ça peut avoir des répercussions comme ça. Alors déjà, j'essaye vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. C'est pas facile. Des fois, cette vie d'entrepreneuriat glisse dans la vie professionnelle. Tu n'as pas du temps pour toi. Tu n'as presque même pas le temps pour t'occuper de toi-même parce que tu es là en mode je recherche encore. Mais on essaye de trouver le temps pour des personnes qu'on aime, trouver le temps pour être soi-même, trouver le temps pour soi-même, pour se faire plaisir et pour être là pour soi-même. Alors déjà, quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut investir, qui veut entreprendre, voilà, c'est que c'est pas facile. Et ne jamais baisser à la première échec. Toujours continuer. La première erreur est sûrement l'erreur qui va déclencher quelque chose de grand.
Donc, toujours continuer à apprendre de ses erreurs. Ne pas lâcher l'affaire une fois que ça ne marche pas. Ça prend du temps, quelquefois on fait des choses, voilà, on commande le sac et après on annule la commande. Déjà, on a bien fini le sac, la finition, tout. On les vend à qui? Mais on n'arrête pas là, on continue parce qu'on sait là où on est en train de partir. Et on s'est dit que quelqu'un qui veut aller loin, les Français le disent, aménage sa monture. Donc, il ne faut pas qu'il lâche l'affaire, qu'il continue, qu'il se batte. Même si ça ne marche pas, qu'il continue, qu'il persévère. Les choses au début prennent toujours un peu plus de force. Mais à un moment donné, après que ça soit établi, vous verrez que vous allez profiter de votre vie en tant qu'entrepreneur et évoluer dans ce sens. Des techniques, vous faites avec vos sacs en perles. Aujourd'hui, avec la jeunesse, moi je me dis que c'est genre d'innovation, parce que ça c'est une innovation. On est sur le plateau de Génération Innovante. Tout ce qui se présente ici est innovation. Alors avec ce que vous faites, j'appelle ça innovation, puisque c'était dans le temps. Vous ramenez cela encore à nos jours, vous ramenez cela encore pour que on revive encore des choses qui étaient dans les temps, qui étaient des valeurs pour nous, pour qu'aujourd'hui encore qu'on les garde encore comme valeurs, qu'on les porte en nous comme valeurs, culture congolaise. Alors, est-ce que vous rencontrez pas des genres de critiques dans le sens où ce serait assez démodé, ces genres de sacs-là, où nous, on veut l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation, c'est peut-être des fois, c'est dans l'extravagance. La jeune femme, aujourd'hui, elle veut aller dans l'extravagance, même sur la mise en beauté. Alors, ces genres de critiques-là, comment vous faites face à ça? Est-ce que d'abord vous en recevez? C'est des critiques dans le sens où ce sac-là, c'est vieux. Ça reste dans le temps, c'est des choses vraiment qui sont passées à l'époque coloniale, je sais pas, je sais plus quand. Mais aujourd'hui, on préfère Gucci, vraiment tout ce qui est dernier cri là. Vous recevez ce genre de critiques et qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous réagissez face à ça? Déjà, ça a évolué, je n'en reçois pas. Mais au contraire, je reçois des remarques comme c'est petit mais ça coûte cher. Des histoires pareilles que pourquoi quelque chose d'aussi petit comme ça peut coûter cher? Qu'est-ce que tu mets dedans d'aussi spécial qui va faire en sorte que ça coûte cher? Tu ne trouves pas que ça coûte autant cher? C'est pour ça que ça ne va pas évoluer. Quelqu'un m'a dit ça comme ça. Alors, ce que je l'ai dit au début, les gens ne savent pas comment ça se passe. Parce qu'il faut acheter ce sac, il faut acheter un sachet de sac en perles qui coûte 12 000 et ensuite acheter le fil de pêche et tout. Alors, l'assemblage, et puis ça dépend d'un modèle à un autre. Quelqu'un demande un sac vitré. De vitre en soi coûte déjà 12 $. Alors, une fois que vous achetez du sac en perles, vous ajoutez le fil de pêche et tout, ça fait monter le prix du sac en soi. Alors, même si c'est petit, l'effet que ça soit vitré fait de ces sacs-là très cher. Alors, bon, très cher par rapport à certaines personnes, parce que certaines personnes trouvent que c'est exagéré de prix. Mais même si j'explique comment, vous savez, la jeunesse, on n'écoute pas. On est dans le « ça sera cher, il fallait que tu diminues un peu le prix. Tu ne trouves pas que tu mets ça trop cher ?» C'est un peu ça. Alors pour finir, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat avec les défis qu'on peut rencontrer, avec tous les combats qu'on peut rencontrer, toutes les choses qui nous attendent devant? Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui veut se lancer là-dedans et qui voit son avenir aller de l'avant, un avenir radieux, meilleur dans l'entrepreneuriat? En tout cas, je lui dirais d'abord de tenir tête parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est pas facile pour un début, c'est pas pour faire peur, mais c'est pas du tout facile de commencer. Il y a beaucoup de choses, tu peux commencer comme ça et par après, ça marche pas la première année, ça marche pas. Et on a tendance à se décourager et à laisser tomber. Parce qu'on se dit que pourquoi je vais m'entêter sur quelque chose qui marche pas. Mais généralement, c'est le premier. Il faut essayer encore, continuer d'essayer jusqu'à ce que... Moi, je me suis fixé des objectifs dans ma vie. Si je veux quelque chose, je vais essayer jusqu'à ce que ça marche. Parce que ça doit marcher. Alors, il faut qu'ils se les disent, que ça ne sera pas facile. Ce n'est pas du rose, ce n'est pas du gâteau. Il faut bosser pour ça et échouer quelquefois et recommencer. Tenir tête à ça jusqu'à atteindre
le rêve que vous avez en tête. Surtout, ce n'est pas chose impossible. L'entrepreneuriat, c'est ouvert à tout le monde. C'est vrai qu'on est né, tout le monde n'est né pas avec l'esprit entrepreneurial. Parce qu'il y a certains, quoi que vous fassiez, ils ne voudront pas, ils ne pourront jamais, ils ne sauront pas entreprendre. Mais pour ceux qui sont nés avec l'esprit entrepreneurial, qui rêvent et qui soupirent dans l'entrepreneuriat, de tenir tête et de travailler dur. C'est possible. Le gâteau, c'est pour tout le monde. Donc, c'est possible. Quelles compétences pensez-vous qu'il pourrait développer pour réussir là-dedans? Déjà, il faut être vraiment rigide. Il faut être, comment dire, avoir un mental d'acier. C'est-à-dire surmonter les défis et rebondir sur ça. Tenir compte tenir ses erreurs, ce gaffe et tout ce qui va avec, et rebondir, donc partir de ce gaffe pour s'améliorer. Alors déjà, il faut ça. Il y a aussi des compétences particulières qui dépendra de chaque filière où la personne voudra embrasser. Là, ça dépendra d'une personne à une autre. Mais être patient. Être patient, travailler dur, continuer à bosser sur ça et avoir un mental d'acier pourrait suffire pour un entrepreneur. C'était le conseil de Neema Dravia. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a de nombreux défis, mais elle nous demande en tant qu'entrepreneur de rester tête, de rester fort, de conserver, de cultiver un mental d'acier pour pouvoir réussir là-dedans. Ce ne sera toujours pas facile, mais il y a des bons jours aussi dans l'entrepreneuriat. Puisqu'il y a des mauvais jours, il y a aussi des bons jours. Alors, il faudrait se battre pour y arriver jusqu'au bout. Neema Dravia, merci d'être passée sur le plateau de Génération Innovante. Le plaisir est partagé. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. On espère vraiment profiter de vos produits, de votre entreprise. On veut vraiment rentrer là-dedans à fond, nous aussi. On veut vraiment. En tout cas, je vous les livre tout de suite si vous voulez. On veut des sacs, on veut aussi des décorations pour nos événements. Merci à vous, merci vraiment d'être passé sur ce plateau. Et c'est tout pour aujourd'hui dans Génération Innovante, cette émission qui met en avant l'émancipation, l'intellect, les capacités, l'émergence, les devoirs, les potentialités, les devoirs, les qualités, ainsi que beaucoup de choses que peut contenir la jeunesse congolaise. Nous sommes arrivés à la fin. Ce plateau reste ouvert, disponible pour tout type de talent qui excelle dans sa génération, qui se démarque dans sa génération. Ne vous fatiguez pas, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro ici dans Génération Innovante où on célèbre les talents, où on célèbre les capacités de la jeunesse congolaise et on les met en avant comme il se doit. Au revoir.